Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre nouveau rendez-vous mensuel. À moi, une démarche. Vos chargés de relations entreprises vous accompagnent. C'est un nouveau rendez-vous que l'on a souhaité créer à l'automne, là, pour pouvoir vous apporter sur des temps très courts les infos, euh, on va dire réglementaires et de saisie les plus importantes sur des thématiques que l'on a identifiées en caisse primaire comme étant importantes, mais sur lesquelles aussi nous avons des demandes de vous, les entreprises ou employeurs, pour les démarches. Donc, nous avons volontairement désactivé vos micros et caméras comme tout webinaire. Vous êtes invité lors du déroulé de cette séance à poser des questions si un point n'a pas été clair. En revanche, sur des dossiers particuliers auxquels nous n'aurons pas le temps de répondre aujourd'hui, nous vous invitons plutôt à utiliser les modalités de contact habituelles vers vos CRE, chargés de relations entreprises, que nous vous rappellerons en fin de séance. Donc, pour rappel aussi, le support de présentation ainsi que le replay et un flyer qui synthétise les bonnes pratiques vous seront envoyés d'ici quelques jours. Donc aujourd'hui, vous vous êtes inscrit à une séance, on va dire, d'information sur le congé maternité, dans lequel on va vous rappeler les grands points, aussi le sommaire, la réglementation. Comment gérer le changement de risque? Parce que entre la déclaration de grossesse et l'arrivée, moi je les ai pourtant. Pardon, un petit défilement du support. Ça ne change pas. Non, ça change pas Ça change le. pas. Bon, alors, je venais tout à l'heure. Un petit bouton. Toutes nos excuses. Donc, nous allons évoquer les aspects réglementaires, comment gérer le changement de risque dans le cadre d'une maternité, c'est-à-dire différents arrêts de travail à des risques différents pendant la grossesse de votre salarié, avec les différentes modalités de saisie, le signalement en DSN qui est désormais la règle la plus courante et en tout cas préconisée fortement pour sa simplicité, la saisie sur notre entreprise sans aller vraiment dans le détail, mais le support qui vous sera envoyé, lui, est bien détaillé. Et le point 5, il va évoquer les cas particuliers, mais sans les détailler, puisque dans le support qui vous sera envoyé, on vous expliquera tout ce qui concerne les cas particuliers, justement. Petit rappel sur les généralités réglementaires. Le congé de maternité, c'est un repos légal qui permet à votre salarié de préparer l'arrivée de son enfant avant l'accouchement. C'est le congé prénatal. Et de rester avec lui durant ses premières semaines, c'est le congé postnatal. En tant que salarié, elle peut, sous certaines conditions, percevoir des indemnités journalières. Il y a des conditions d'ouverture de droit, on appelle ça. Et la durée du congé maternité ainsi que le montant des indemnités journalières peuvent varier selon la situation. Quelles sont les obligations de la salariée qui attend un enfant? Elle doit vous informer de sa grossesse avant le début de son congé maternité et annoncer les dates présumées du début et de fin de son congé maternité. Donc, ces dates-là, elles sont adressées à votre salarié la déclaration de grossesse parvient à la caisse primaire d'assurance maladie et que nos services lui adressent différents documents, dont le calendrier prévisionnel de ces dates de congé prénatal et de fin de postnatal. Elle doit aussi donc déclarer sa grossesse à la CPAM, puisque c'est la déclaration de grossesse qui va générer en fait la mise à jour du fichier et informer la salariée des différentes démarches qu'elle a à faire de ses droits vers la CPAM, mais également de mémoire vers la CAF. Hein. Le document va également vers la caisse d'allocation familiale. Petit rappel ou information sur la durée du congé maternité. Elle dépend de plusieurs éléments. Le nombre d'enfants à naître et le nombre d'enfants qui sont déjà au foyer. De manière générale, la durée théorique, elle est de 16 semaines pour un congé maternité. Mais si le nombre d'enfants à naître est supérieur à 1, c'est-à-dire à partir de 2 enfants, le congé donc prénatal va être rallongé.
Donc, il se compose donc, du congé prénatal de 6 à 12 semaines, d'un congé postnatal, date prévue c'est-à-dire après la date prévue de l'accouchement, de 10 à 22 semaines. Vous avez le détail en fait visuel, selon que c'est votre premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Donc, premier, deuxième enfant, 16 semaines. Troisième enfant à naître, 26 semaines. Mais si vous avez une grossesse multiple, cette durée passe à 34, voire 46 semaines. Pour ce qui est d'éventuellement des repos supplémentaires, ils peuvent exister selon les conventions collectives ou accords de branche qui existent. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler du repos maternité au sens de l'assurance maladie. Le congé prénatal, est-ce qu'il peut être écourté? Oui, dans certaines situations, notamment si la future maman qui travaille est en pleine forme, ça arrive de temps en temps, et qu'elle souhaite pouvoir continuer à travailler un petit peu plus longtemps et bénéficier, dans ce cas, du report d'une partie de son congé prénatal après la naissance de son enfant. Donc, la future maman peut décaler en partie son congé prénatal, mais dans la limite de 3 semaines maximum. La durée totale du congé maternité demeure identique, 16, 26, 34 ou 46 semaines selon les situations que l'on a vues précédemment. Pour demander le report d'une partie de ce repos prénatal, l'assuré doit présenter une prescription médicale rédigée par le médecin ou la sage-femme qui suit la grossesse, qui autorise le report, c'est-à-dire qui indique l'absence de contre-indication médicale et qui fixe le nombre de jours que l'assuré peut reporter sur son congé post-natal. Alors, bien sûr, si la personne a fait le choix de reporter une partie de son congé prénatal sur le postnatal, c'est-à-dire après la naissance de son enfant, mais que finalement, pour raison de santé, un arrêt de travail intervient pendant la période qui a fait l'objet d'un report, celle-ci, ce nouvel arrêt va interrompre le report. Donc, bien sûr, on ne peut pas reporter 3 semaines sur du postnatal, mais être à la place, entre guillemets, en arrêt de maladie. Donc, l'indemnisation du congé prénatal débute dès le premier jour d'arrêt de travail et le congé postnatal n'est augmenté que du nombre de jours réellement reportés. Nous passons maintenant à ce qu'on appelle le congé pathologique. Certains d'entre vous se souviennent probablement de l'usage qui a été en vigueur pendant de très nombreuses années, qui était lorsque la future maman avait besoin de s'arrêter avant la date de début de repos prénatal qui était fixée, on pouvait prescrire 14 jours qui étaient par usage, je disais, accolés au début du congé maternité. Ce n'était pas l'application stricte du Code de la sécurité sociale et depuis maintenant quelques années, de nouveau, le congé pathologique est prescrit et indemnisable à tout moment à partir de la déclaration de grossesse et avant le début du repos prénatal. Il peut être prescrit en une ou plusieurs fois, donc dès la déclaration de grossesse. Sa durée sera de 14 jours maximum, indemnisable au risque maternité. Donc, vous, employeur, vous faites donc une attestation de salaire au titre de la maternité. Et vous ferez autant d'attestations de salaire que de prescriptions de repos pathologique que vous recevrez en fait de la part de votre salarié. Est-ce qu'il y a des questions relatives à ces points-là pour l'instant? Non? Pas de questions, tu es très claire, Hélène. Parfait, on va continuer. Les obligations de l'employeur maintenant au début du congé maternité. En cas de grossesse de votre salarié, vous avez plusieurs démarches à effectuer. Dès le début du repos maternité, vous devez établir l'attestation de salaire de votre salarié. Alors, dès que possible, mais pas par anticipation, c'est-à-dire dès le début de l'absence au motif du repos maternité. Comment transmettre l'attestation de salaire? Vous avez, pour ceux qui nous écoutent régulièrement,
à chaque fois on vous en parle, la possibilité de le faire en DSN ou sur notre entreprise. Bien sûr, nous, on vous recommande d'utiliser prioritairement la DSN puisque normalement, à ce jour, tous les éditeurs de logiciels ont développé la possibilité sur tous les risques de faire du signalement en DSN. Un rappel sur les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc, il faut, à la date présumée d'accouchement, que votre salarié, moi, d'affiliation à titre personnel, hein, en tant qu'assuré social à titre personnel, justifié donc de 150 heures de travail au cours des 3 mois précédant sa grossesse ou 90 jours consécutifs, justifié d'au moins 600 heures de travail au cours des 12 mois précédant sa grossesse pour les cas particuliers, on va dire. Ou avoir perçu ou cotisé à la hauteur d'un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC. Ce sont les conditions d'ouverture de droit. Le calcul de l'indemnité journalière, donc la période de référence selon on va dire le type d'activité. Si c'est une activité, un cas standard, on va dire, activité régulière, la période de référence sera de 3 mois. Si c'est une activité discontinue ou saisonnière, on prendra 12 mois qui précèdent le congé maternité. Le calcul de l'indemnité journalière correspond au salaire brut desquels vous enlevez 21%. 3 mois de référence. Et 3 mois de référence, c'est ce qu'on appelle le salaire réduit au sens de l'assurance maladie. Ou des salaires bruts, moins 21%, donc réduit des 12 mois de référence. Donc ça, c'est le calcul divisé par 91,25 dans ces 3 mois de référence, ou divisé par 365. 12 mois de référence. 12 mois de référence. Le montant, de l'indemnité journalière, il correspond à quasiment un salaire net. Si en fait. votre taux réel, on va dire, de cotisation sociale est peut-être pas tout à fait de 21%, mais on s'en rapproche relativement. Au 1er janvier 2025, le montant maximum de l'indemnité journalière de maternité était de 101,94 € par jour avant déduction, charges soumises à l'impôt sur le revenu et la CSG-CRDS. CSG-CRDS, c'est 6,2, ça fait 6,7% à retirer sur les indemnités journalières. Les obligations de l'employeur à la date de la reprise de travail. Il va y avoir plusieurs situations. Si la salariée reprend son travail à la date prévue à la fin de son repos postnatal, la seule démarche que vous avez à faire, vous, employeur, ça va être d'enregistrer cette date de reprise dans votre logiciel de paye pour qu'elle soit remontée avec les DSN mensuels, comme vous le faites pour tout arrêt de travail d'ailleurs. En revanche, si la salariée a repris le travail par anticipation, si vous avez opté pour le signalement d'événements en DSN, vous enregistrez la date réelle dans votre logiciel pour la remonter dans les DSN mensuels, mais vous pensez également à faire le signalement de reprise anticipée. Et si vous n'avez pas opté pour le signalement d'arrêt de travail en DSN, mais que bien sûr vous faites depuis maintenant plusieurs années les DSN mensuels, vous enregistrez cette date de reprise dans votre logiciel, mais vous faites également le signalement de reprise anticipée sur notre entreprise. Avant de passer au point 2, est-ce que nous avons des questions? Alors, on a des questions, mais ça anticipe un petit peu ce qu'on va présenter juste après. Donc, on y répondra à la suite dans le déroulé. D'accord, oui. Très bien. Donc, comme on vous le disait en préambule, il peut arriver lors de toute la grossesse de votre salarié qu'elle soit dans l'obligation de s'arrêter ponctuellement et que vous soyez, vous, soumis à la gestion de différents risques pour lesquels demander l'indemnisation à l'assurance maladie.
Nous allons procéder par l'explication par des cas pratiques. C'est ce qui nous a paru être le plus simple. Donc, de vous donner des situations qui correspondent aux situations les plus courantes que vous pouvez rencontrer et sur lesquelles on vous donne dans ce support, mais vous le retrouverez également dans le flyer, les modalités de saisie des périodes. Le cas numéro 1, votre salarié se voit prescrire un congé pathologique du 1er au 14 juin, puis enchaîne ensuite le congé maternité du 15 juin au 5 octobre. C'est le cas que j'expliquais tout à l'heure du congé pathologique qui est accolé au début du repos prénatal. Vous devez adresser 2 attestations de salaire maternité avec le même dernier jour de travail. Dans l'exemple ici, le 31 mai, qui se trouve être la veille de la prescription du congé pathologique. 31 mai ou 1er juin, dans notre exemple, si votre salarié se trouve à avoir travaillé ce jour-là. Mais dans ce cas-là, ça décalera un petit peu, enfin, ça décalera pas, non, mais vous aurez que 13 jours d'indemnisés et pas 14. À retenir la règle que l'on vous présente régulièrement, le dernier jour de travail, c'est la veille de l'arrêt, ou le jour de l'arrêt si la personne a travaillé. Si vous subrogez, vous indiquerez sur les 2 attestations de salaire maternité, en date de début de subrogation, la date du début du congé pathologique, le 1er juin, et en date de fin de la subrogation, la date de la fin du congé maternité. Vous allez, sur les 2 attestations, mettre la période complète, en fait, de l'absence au risque maternité. Le cas numéro 2, vous avez un arrêt maladie qui est prescrit du 14 au 31 mai, puis le congé pathologique du 1er au 14 juin, puis le congé maternité du 15 juin au 5 octobre. En fait, c'est un complément par rapport au cas numéro 1, c'est-à-dire qu'en plus de ces 2 arrêts au risque maternité, vous avez avant, votre salarié a dû s'arrêter, vous avez avant un arrêt au risque maladie. Donc là, vous devrez envoyer 3 attestations avec le même dernier jour de travail qui là se trouve être le 13 ou le 14 mai selon les situations. Une attestation au risque maladie, arrêt maladie du 14 au 31, puis les 2 attestations au risque maternité, comme on vous l'a expliqué précédemment, le congé pathologique du 1er au 14 juin et le congé maternité du 15 juin au 5 octobre. Et si vous subrogez, vous indiquez sur l'attestation de salaire maladie les dates maximales prévues par votre convention, votre accord ou par décret. Et sur les 2 attestations de salaire maternité, en date de début de subrogation, la date du début du congé pathologique et en date de fin de subrogation, la date de la fin du congé maternité. La petite nuance que l'on souhaite vous préciser aujourd'hui sur pourquoi sur certaines attestations vous mettez des bornes entre guillemets très précises et sur d'autres non. Eh bien là, dans l'exemple, bon, vous avez un arrêt maladie du 14 au 31 mai et vous savez bien que le congé pathologique, il va suivre. Dans cette situation, il suit immédiatement. Mais vous auriez pu avoir un arrêt de travail à compter, par exemple, du 2 avril, sans savoir déjà si cet arrêt maladie sera prolongé ou non jusque potentiellement le congé maternité. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on vous dit, vous mettez d'emblée la période la plus longue sur l'arrêt maladie. Parce que de toute façon, quand vous ferez les attestations de salaire pour le pathologique et le maternité, on reprendra les dates qui sont bien indiquées sur ces nouvelles attestations. N'hésite pas, Charline, si je dis une erreur ou si je ne suis pas assez précise à compléter. Hein. C'est très bien. Le 3e cas, vous avez ici un congé pathologique du 18 au 31 mai, un arrêt maladie du 1er au 14 juin, puis le congé maternité, comme dans l'exemple précédent, à compter du 15 juin. Il convient d'envoyer 3 attestations de salaire avec le même dernier jour de travail au 17 mai, une attestation au risque maternité, donc pour le congé pathologique, du 18 au 31, une attestation pour le risque maladie du 1er au 14 juin et une attestation pour le risque maternité du 15 juin au 5 octobre. Là, on va se trouver en fait probablement dans une situation, ce ne sera pas forcément 3 prescriptions vraiment distinctes. Vous aurez peut-être que 2 arrêts de travail entre les mains. Enfin, non, même un seul. Le congé pathologique à compter du 18 mai. Mais s'il est prescrit jusqu'au 14 juin, étant donné qu'il est limité à 14 jours,
Seuls les 14 premiers jours seront indemnisables au titre du congé pathologique et ce sera à vous de vous dire, ah ben la suite, c'est forcément de l'arrêt maladie puisque on a atteint les 14 jours. Donc, moi, employeur, il faut bien que je pense à faire cette deuxième attestation de salaire qui va être là entre les deux, entre le pathologique et l'arrêt maternité. Sur la première attestation de salaire, j'ai déjà dit peut-être la subrogation sur cette slide, je ne me souviens plus. Bon, je répète, c'est pas grave. Les dates du congé pathologique du 18 au 31, les dates de l'arrêt maladie du 1er au 14 juin. Là, vous pouvez limiter puisque vous avez déjà connaissance que le congé prénatal, il débute le 15 juin. Petite information complémentaire, même si elle n'est pas directement liée à la saisie, pour l'arrêt maladie, s'appliqueront 3 jours de carence, même s'il est directement accolé au congé pathologique. On change de risque, on applique la carence. Le cas numéro 4, c'est le cas le plus complexe, on va dire, en termes d'alternance de risque. Vous avez un arrêt maladie, puis un congé pathologique, puis de nouveau un arrêt maladie, parce qu'effectivement, le congé pathologique, c'est limité à 14 jours, puis le congé maternité. En fait, même s'il est plus complexe parce que ça vous oblige à faire 4 attestations, on va dire la logique reste la même. Une attestation par risque. Ça s'enchaîne immédiatement dans l'exemple que l'on a là, donc le même dernier jour de travail au 13 avril. Si vous aviez des périodes non prescrites entre les différentes périodes là qui sont indemnisables, ça changerait le dernier jour de travail, notamment sur la règle des week-ends qui ne sont pas prescrits. Donc, je détaille quand même 4 attestations avec le même dernier jour de travail dans notre exemple au 13 avril, une attestation au risque maladie, 14 avril, 17 juin, ou si au 14 avril, vous ne savez pas combien de temps l'arrêt va durer, vous mettez plus longtemps, vous mettez les dates des règles qui s'appliquent dans votre entreprise, une attestation pour le risque maternité pour le congé pathologique du 18 au 31, une attestation pour le risque maladie du 1er au 14 juin, et une dernière pour le congé maternité du 15 juin au 5 octobre. On en profite quand même pour vous dire qu'au cas où la naissance interviendrait un petit peu après la date prévisionnelle d'accouchement, ça peut arriver, la durée du congé postnatal, enfin en tout cas la date fin se trouvera décalée de quelques jours, donc n'hésitez pas sur les attestations pour les repos maternité à mettre quelques jours supplémentaires à la date de fin de la subrogation. De toute façon, si la personne elle accouche à la date réelle, voire un tout petit peu avant la date, on se limitera aux dates qui étaient les dates du calendrier qui avait été donné. Même si votre subrogation va un petit peu plus loin, nous, on bornera à la date de fin de l'arrêt maternité. Mais ça peut être un petit conseil si vous subrogez intégralement pour ne pas risquer de vous retrouver avec 2 ou 3 jours qui soient payés à votre salarié parce qu'elle a accouché un petit peu plus tard. Ou qui vous obligerait à faire une rectificative. Si on peut s'en dispenser, c'est pas plus mal. Donc, si vous subrogez, vous mettez une date un petit peu plus lointaine, on va dire, sur la dernière des attestations. Voilà pour on va dire, les modalités, les règles, on va dire, de démarche pour les emplois. En DSN, on va être rapide parce que on va faire juste une petite pause avant parce qu'il y a des petites questions sur les cas qu'on a vus ensemble. Quelqu'un nous dit, lorsque le médecin prescrit un arrêt pathologique plus long que 14 jours, comment savoir lesquels jours sont pris en pathologique et quels sont ceux qui sont reconnus en maladie pour la CPAM? Le pathologique, ce sont les premiers, forcément. Il indique un risque. Il indique un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique de la grossesse à compter de aujourd'hui 27 novembre, même s'il y a 1 mois de prescription, ce sera les 14 premiers jours à compter du jour de la prescription. Merci. Et ensuite, une question plutôt générale qui dit pourquoi on doit faire 2 attestations pour le même risque quand le pathologique est juste avant la maternité? Alors, on pourrait imaginer différentes réponses. Normalement, on pense que s'il y a subrogation en pathologique, il y en a probablement en maternité, mais ça peut ne pas être le cas.
Donc, on a besoin, assurance maladie, que vous nous précisiez bien que vous subrogez sur les deux parties. Et en plus, comme ce sont pour nous deux arrêts distincts finalement, même s'ils se suivent, il y a le pathologique et ensuite il y a la maternité. L'attestation qui va être rattachée au pathologique ne va pas se rattacher automatiquement à votre congé maternité. Donc, il faut en refaire une. Merci. Je te laisse donc poursuivre. Donc, un petit rappel, depuis maintenant une dizaine d'années, on vous parle de la DSN en vous disant que c'est facile et automatique. C'est pas toujours si facile et si automatique, dans le sens où, pour que ce soit simple et fiable, il faut quand même bien toujours, et ça, on vous le redit à chaque fois, que les paramétrages de vos logiciels soient bons, notamment pour les éléments de rémunération, et qu'au moment où vous faites le signalement, vous pensez bien à mettre le bon risque, le bon dernier jour de travail, les bonnes dates de subrogation. Et dans ce cas-là, effectivement, les éléments qui nous seront transmis seront fiables et garantissent un paiement sûr. Donc, quoi faire pour vous? Enregistrer l'absence dans votre logiciel de paye, bien sûr. Saisir les variables pour le signalement, c'est-à-dire le type de l'arrêt, la date de début de fin, le dernier jour de travail et la subrogation. Et ensuite, bien vérifier dans votre tableau de bord, soit un tableau de bord intégré à votre logiciel, soit le tableau de bord qui est disponible sur Net Entreprise, tableau de bord spécifique DSN, que les différentes étapes de l'envoi de ce flux sont bien positives. On va dire que les bilans et les rapports ou comptes rendus que vous recevez sont bien positifs. N'hésitez pas aussi à bien consulter la messagerie sur laquelle sont adressés les comptes rendus métiers de la caisse primaire, parce que votre attestation peut avoir des comptes rendus et des bilans, enfin on va dire, pas métier justement, je cherche, enfin techniques, voilà, qui sont positifs, c'est-à-dire que la forme de votre signalement DSN correspond au cahier technique, le flux s'est bien passé, l'attestation est bien arrivée, mais potentiellement, dans ce qu'on reçoit, on peut, nous, service métier, avoir quelque chose à vous demander en complément. Dans ce cas-là, on va dire tous vos indicateurs seront verts, mais si vous ne lisez pas le compte-rendu, vous ne verrez pas qu'on vous demande quelque chose. Donc, c'est important de suivre aussi les comptes rendus de la caisse primaire. Et pour suivre les comptes rendus de la caisse primaire, d'être bien à jour dans les coordonnées que vous indiquez dans votre logiciel de paye ou sur Net Entreprise pour être contacté. C'était une petite aparté, mais le rappel est parfois nécessaire. Voilà pour la DSN. Pour la saisie sur Net Entreprise, on vous indique juste que depuis maintenant quelques mois, les différentes déclarations qui concernent l'assurance maladie sont intégrées progressivement dans le compte entreprise de votre espace Net Entreprise. Donc, surtout si, quand vous vous connectez à Net Entreprise, vous n'avez pas encore ce pavé bleu là, bleu ou gris, il a peut-être changé de couleur d'ailleurs, je ne sais plus. Enfin, c'est un pavé qui s'appelle compte entreprise, à l'intérieur duquel vous allez retrouver les différentes démarches qui concernent l'assurance maladie. Surtout, faites bien les démarches pour y accéder. Et ensuite, à l'intérieur du compte entreprise, vous allez aller sur saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau de paiement. On ne vous détaille pas le pas à pas de la saisie, mais vous l'aurez dans le support qui vous sera envoyé. Et pour rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est attendu sur une attestation de salaire maternité, c'est un salaire réduit. Et le salaire réduit au sens de l'assurance maladie, c'est le brut soumis à cotisation. Toujours le brut soumis à cotisation, hein, pas le brut global. C'est le soumis à cotisation, celui que vous retrouvez sur votre ligne URSSAF maladie, réduit de 21%, qui est une réduction forfaitaire. Voilà pour les modalités de saisie. On est allé volontairement vite pour respecter le timing. C'est bon, pas de questions particulières. Donc, cette slide, elle vous présente les cas dont on ne va pas parler ce matin, puisque un webinaire flash ne nous permet pas de détailler vraiment toutes ces situations, mais vous les aurez dans le support. Quelles sont les modalités en fait pour les femmes enceintes dispensées de travail? Qu'est-ce qui se passe en cas de déni de grossesse?
pour votre salarié et pour vous, employeur, comment vous le déclarez, le congé d'adoption des travailleurs salariés, que se passe-t-il en cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance, les modalités de prise en charge et d'indemnisation du congé de deuil d'un enfant et le congé suite de couche pathologique, c'est-à-dire lorsque la maman, après la naissance et à la fin du congé postnatal, a encore des besoins d'être arrêtée du fait de difficultés liées à son accouchement. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas détaillé ici, mais vous le retrouverez dans le support. Et si vous avez des questions, parce que vous avez une situation dans votre entreprise ou dans votre établissement qui concerne un de ces cas ou un autre cas, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations entreprises par les modalités habituelles. Ce qu'il faut retenir, donc être vigilant à la prescription d'arrêt de travail, notamment bien vérifier s'il y a une petite coche état pathologique résultant de la grossesse, c'est bien que le congé pathologique est prescrit et qu'il faut faire une attestation de salaire en maternité. La seule exception, c'est si les 14 jours ont déjà été intégralement indemnisés. Dans ce cas-là, c'est une attestation de salaire maladie qu'il nous faudra. Vous êtes obligé de tenir un petit compteur. Hein, c'est pas forcément évident, mais c'est indispensable pour savoir où on en est dans le nombre de jours déjà indemnisés sur le congé pathologique. Attention, la sage-femme ne peut pas prescrire d'arrêt de travail en rapport avec un état pathologique de la grossesse, mais les sages-femmes sont informées de leurs droits par rapport à ce qu'elles peuvent prescrire ou pas prescrire, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et en cas de changement de risque, réaliser une attestation de salaire par risque. Le dernier jour de travail et la période de référence ne changent pas s'il n'y a pas d'interruption entre les prescriptions. Et pour finir, les modalités de contact de votre caisse primaire ou de la caisse primaire de votre salarié, si vous avez des salariés qui ne sont pas vendéens. Alors, sur une question d'ordre général, on va dire contacter la caisse primaire du département où l'entreprise, vous êtes en Vendée. On pourra vous répondre même si la question concerne des salariés ailleurs. Mais si vous avez besoin d'un conseil, notamment une assistance à la saisie sur une salariée qui ne dépend pas de la caisse primaire de Vendée, pour que le chargé de relations entreprises ait une vision sur le dossier, il vaut mieux contacter quand même la caisse primaire dont elle dépend. Donc, soit 3679, soit pour les caisses primaires qui ont adhéré au formulaire, qui utilisent, on va dire, le formulaire de contact idem, n'hésitez pas. Je pense que le lien est actif sur le support, vous le retrouverez. Un numéro unique pour contacter notre entreprise, notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de bien penser régulièrement à mettre à jour les coordonnées de contact, les personnes référentes sur les déclarations sociales. Et puis toujours le site amélie.fr, onglet entreprise, parce que vous y trouvez aussi beaucoup d'informations réglementaires. Donc éventuellement, avant d'appeler le 3679 ou de contacter votre CRE, peut-être qu'en allant voir sur amélie.fr dans l'onglet entreprise, vous aurez déjà des éléments. Voire dans l'onglet assuré aussi, parce qu'il y a des choses qui sont expliquées aux assurés sociaux qui peuvent vous être utiles. Et puis, vous êtes vous-même des assurés sociaux. Et si vous avez des besoins de faire un point sur plusieurs dossiers, vous avez maintenant un nouveau service de prise de rendez-vous en ligne pour les demandes multiples. Prise de rendez-vous avec les collègues téléconseillers que vous appelez au 3679 habituellement. Là, vous pouvez accéder directement, prendre un rendez-vous pour pouvoir être recontacté et évoquer plusieurs situations. Parce que si vous appelez 3679, le temps qui vous sera consacré sera forcément plus court parce que il faut que nos collègues puissent répondre à un plus grand nombre d'appels. Mais avec la prise de rendez-vous, vous aurez plus de temps. N'hésitez pas. Est-ce qu'il reste des questions? Il reste une dernière question. Oui. La question, il y en a d'autres qui arrivent, mais celle-ci, elle est plus d'ordre général. C'est plus pour savoir, est-ce que tout ce qu'on a présenté là, ça s'adapte aussi pour les agents du secteur privé et celui du public relevant du régime général? Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où il relève du régime général, les règles d'indemnisation sont les mêmes. Autre question à laquelle je vais répondre, c'est où se trouve le lien de la prise de rendez-vous
Et il y a plusieurs questions de ce type-là. Alors, soit vous vous rendez sur amélie.fr et il y a directement le lien, mais dans le support qu'on vous envoie, il y a le lien cliquable. En fait, sur ces prises de rendez-vous, ça vous évite d'être limité à 3 dossiers comme vous avez quand vous appelez la plateforme. Là, vous pouvez prendre un rendez-vous et puis vous pouvez voir jusqu'à 10 dossiers. Mais on vous envoie le lien directement avec le support. Hop. C'est tout. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Alors, oui, si, il y a une question qui vient d'arriver et qui est plutôt intéressante. C'est sur l'interdiction de la sage-femme de prescrire un congé pathologique, mais si elle le prescrit quand même en cochant pathologique. Est-ce que l'employeur doit faire une attestation plutôt maladie en sachant ça? La réponse, elle est oui. Il faut faire une attestation maladie, puisque nous, étant donné que la sage-femme, ce n'est pas dans ses cordes de pouvoir prescrire un congé pathologique, nous, on va indemniser en maladie. Donc oui, faites une attestation en maladie. Par contre, la sage-femme, elle a le droit de prescrire un autre arrêt de travail en dehors du congé pathologique qui est en lien avec la grossesse. Mais si c'est congé pathologique par la sage-femme, on paiera en maladie. Donc, vous faites une attestation en maladie. Eh bien, je pense que sur les questions générales, on a fait le tour. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent. D'accord. Ben, merci Charline. N'hésitez pas à vous rendre sur le portail employeur pour vous inscrire au prochain Flash Info mensuel, dont la thématique est, Charline, si tu l'as en tête. C'est un webinaire, le prochain, qui est dédié au secteur public. D'accord. Donc, sur l'accompagnement au signalement d'arrêt de travail en DSN. Exactement. Très bien. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir.